Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Bonsoir Michel. Au sommaire du 18h de Public Sénat, levée générale de bouclier contre le parachute doré attribué à l'ex-PDG de Valeo, de François Fillon à Laurence Parisot, qui cette fois ne mâche pas ses mots contre un dirigeant qui piétine l'intérêt général et méprise ses salariés. Valeo, secouru par l'État, projette de supprimer 1600 emplois en France. Troisième prise de parole publique de Nicolas Sarkozy depuis le déclenchement de la crise financière. Après Toulon et Douai, Saint-Quentin, la ville de Xavier Bertrand, à suivre en direct sur Public Sénat à 19h. Il ne faut pas s'attendre à de nouvelles mesures de relance, même après l'annonce d'une baisse de la consommation en février, fait savoir le Premier ministre, toujours aux États-Unis. Eliès devrait obtenir de l'État les 10 millions d'euros nécessaires à sa survie. Le dossier de l'équipementier automobile prend une tournure politique. Ségolène Royal s'est inquiétée d'éventuelles pressions du groupe Bolloré, concurrent direct de Liège. Nos invités, Sonia, ce soir. Oui, sur notre plateau, l'UMP Gérard Longuet, l'ex-journaliste Jean-François Kahn, tête de liste du MoDem dans l'Est aux européennes. Et puis Camille Penier, également avec nous ce soir. Il nous expliquera son analyse sur les inégalités entre générations. Et on reçoit également Jean-Claude Maurice, auteur de Si vous le répétez, je démentirai Chirac, Sarkozy, Villepin. Il nous parlera de ses souvenirs et de ses rencontres avec ce qu'il appelle ses monstres politiques. Ancien directeur du journal du dimanche, effectivement, Jean-Claude Maurice, qui publie ses souvenirs politiques. À chaque jour, sa polémique sur les rémunérations des grands patrons. Hier, c'était donc les stock options de la Société Générale. Et aujourd'hui, le parachute doré attribué à l'ancien PDG du groupe Valeo. Oui, et c'est un cadeau de départ qui provoque une indignation générale au sein de la classe politique et du MEDEF qui a durci le ton. Thierry Morin, remercié pour divergence stratégique par le conseil d'administration de l'équipementier automobile, doit percevoir une indemnité de départ d'environ 3 millions d'euros. À gauche comme à droite, les responsables appellent Thierry Morin à renoncer à son indemnité. Flora Sauvage. Après la controverse sur les stocks options des dirigeants de la Société Générale, le parachute doré du PDG de Valeo suscite un nouveau tollé. Lorsqu'une entreprise met en œuvre un plan social d'ampleur, lorsqu'elle recourt massivement au chômage partiel et donc à l'aide de l'État, ces dirigeants ne doivent pas percevoir de bonus, ils doivent renoncer à la part variable de leur rémunération. Avec 200 millions d'euros de pertes en 2008 et un plan de départ qui prévoit 1600 suppressions de postes, Thierry Morin, le patron de Valeo, a démissionné avec un chèque de 3,2 millions d'euros d'indemnité à la clé. Pour la première fois, la patronne du MEDEF est montée au créneau dans une déclaration solennelle ce matin. Nous demandons à M. Morin de renoncer immédiatement aux indemnités auxquelles il prétend. Après le patronat, le gouvernement serre la vis. Pas question de laisser faire le patron de Valeo. L'État est aujourd'hui, à travers la Caisse des dépôts et le fonds de modernisation des équipementiers présent au capital de Valeo, à hauteur de 8%. Il n'est pas au conseil d'administration encore, mais il est membre du capital et au capital. Et donc il sera à l'Assemblée générale. Il s'opposera à l'Assemblée générale au versement de ce parachute. La gauche propose une loi pour encadrer les rémunérations des chefs d'entreprise. Le gouvernement ne s'y oppose pas. Ce soir, à Saint-Quentin dans l'Aisne, Nicolas Sarkozy pourrait s'exprimer sur la question. Et dans ce climat, alors qu'on les accuse de creuser la fracture morale, certains chefs d'entreprise craignent de payer pour les abus d'une minorité. Oui, à la faveur de la crise et des polémiques qui se succèdent, Nicolas Sarkozy estime que le patronat n'est pas toujours à la hauteur de ses responsabilités. De leur côté, les chefs d'entreprise craignent un amalgame avec certains patrons goinfres, alors que dans leur grande majorité, leurs rémunérations sont liées à la santé de leur entreprise. Anne-Louise de Rohan a suivi pour nous à Paris le patron d'une petite entreprise spécialisée dans la sécurité. Il y a 2 ans, Philippe Vellard a repris cette entreprise spécialisée dans la sécurité. L'année dernière, avec un chiffre d'affaires d'1,5 million, sa société a réussi à faire 250 000 euros de bénéfices. Des bénéfices qui ont été pris en compte dans le versement de son salaire par le conseil d'administration. Nous avons donc décidé que cette rémunération serait liée aux bonnes performances de l'entreprise et à la bonne rentabilité de l'entreprise. Pour vous donner un ordre de grandeur sur cette année, ma rémunération sera dans la moyenne, c'est-à-dire aux alentours de 50 000 euros. En effet, d'après l'INSEE, le salaire moyen d'un dirigeant d'une PME est de 3 700 euros. Une rémunération qui s'approche de celle d'un cadre supérieur et qui, vu la crise, ne risque pas d'être plus élevée l'année prochaine pour ce patron. On a un certain nombre de clients qui disposent de budgets importants pour la sécurité, qui aujourd'hui sont dans des périodes plus de réflexion et n'ont pas encore
totalement signer leurs différents achats. Ils ont tendance un tout petit peu à reporter. Mais la force de ces petites PME, c'est la solidarité. Ces 8 salariés mettent le paquet depuis quelques mois, notamment les commerciaux, comme François qui n'en est pas son premier directeur. J'ai travaillé dans des grandes entreprises, je me souviens que c'était beaucoup plus anonyme. Là c'est pas anonyme, on est constamment avec lui, on vit avec lui. On fait, je dirais, presque le même travail, entre guillemets, quelque part. Ce qui est plutôt positif pour lui, parce que ça prouve qu'il est opérationnel. On est donc bien loin des turbulences des entreprises du CAC. Ici, ni stock options, ni parachute doré. À quelques heures de l'intervention de Nicolas Sarkozy, à 19h, je vous le précise, une défense officielle aujourd'hui de la relance engagée et de son impact. Oui, c'est le premier bilan de la relance économique. Le ministre en charge justement de la relance, Patrick Devedjian, a détaillé pour la première fois les réalisations concrètes du plan anticrise de 26 milliards d'euros. 1000 projets partout en France avaient été annoncés. Alors où en sont ces projets? Alain Ritchie. Y voit-on plus clair dans le plan de relance? La réponse est oui du côté du gouvernement. Le ministre chargé de son suivi a fait des annonces. Une centaine de chantiers ont commencé. La restauration de la cathédrale de Bayeux, l'aménagement du port de Saint-Nazaire ou encore la création d'un nouveau campus à Montpellier. Et pour soutenir le marché automobile, 70 000 primes à la casse ont été financées. Le dispositif est bien engagé puisque l'essentiel des crédits, plus de la moitié des crédits sont déjà investis dans les circuits économiques et les chantiers démarrent. Le plan de relance doit financer 1000 projets pour un coût total de 26 milliards d'euros. Je pense que le gouvernement n'a pas encore modifié profondément l'attitude qu'il a depuis quelques mois, alors que tous les indicateurs montrent que nous sommes non seulement en récession, mais qu'elle va être beaucoup plus grave. L'INSEE table sur un recul du PIB de 2,9% cette année. Sans le plan de relance, la chute serait encore plus forte, moins 3,7%. Les mesures que nous prenons, ce sont des mesures qui, au minimum, atténuent la crise et constituent un amortisseur. C'est-à-dire que les points de croissance que nous gagnons viennent évidemment amortir la crise. Mais pas question pour le gouvernement d'engager un nouveau plan de relance. Pourtant, la consommation des ménages a reculé en février de 2%. Pour les socialistes, ce plan ne s'attaque pas au vrai problème. Actuellement, le problème numéro 1, c'est l'explosion du chômage et c'est la montée des inégalités, notamment au travers du pouvoir d'achat. Le plan de relance de l'économie cherche une visibilité au milieu des nombreux plans de l'exécutif en faveur de l'automobile, des banques, des PME et bientôt des arts. 6 Français sur 10 sont pour la poursuite du mouvement social, selon un sondage que publié cette semaine l'Express. L'État prêt finalement à accorder 10 millions d'euros pour Heuliez, mais sous condition, alors que ce dossier fait l'objet d'un début de polémique politique. Oui, et ce sont 10 millions d'euros si l'équipementier automobile présente un projet industriel réaliste, notamment en matière de voitures électriques. C'est ce qu'a déclaré Luc Châtel. Le secrétaire d'État à l'industrie dénonce les propos de Ségolène Royal, selon qui le groupe de Vincent Bolloré aurait obtenu le blocage de crédits publics à Heuliez. Alors au-delà de cette polémique, le projet d'Heuliez est-il viable? Nicolas Béard. La Friendly sauvera-t-elle Heuliez de la faillite? C'est en tout cas ce qu'espère le groupe qui a reçu aujourd'hui 10 millions d'euros du fonds d'investissement stratégique. Au total, le carrossier a besoin de 45 millions d'euros pour se recapitaliser et lancer sur le marché sa voiture électrique. Une perspective encore incertaine mais qui suscite beaucoup d'espoir pour les salariés et les syndicats reçus aujourd'hui par Luc Châtel. Le véhicule électrique a certainement beaucoup plus de potentiel que ce qui est annoncé simplement aujourd'hui. Donc les business plans de l'entreprise font part de 5 à 7 000 véhicules. Si on a la chance d'en faire plus, on aura la chance d'en faire plus. Mais en tout cas, ce sera le redémarrage et le fer de lance d'une entreprise qui se lance dans le véhicule propre et qui, à partir de ce produit-là, peut être en mesure d'avoir d'autres clients qui lui font confiance. Mais Heuliez n'est pas le seul sur le créneau des voitures électriques. Bolloré se positionne avec son modèle Blue Car. Renault devrait également sortir 3 modèles dès 2011. Heuliez, lui, espère produire son véhicule dès 2010, destiné dans un premier temps à des marchés de niche comme les flottes de véhicules d'entreprise ou d'administration. Elle pourrait être proposée aux particuliers en 2012 pour 14 350 €, ce qui impliquerait une production en série très coûteuse. On considère dans l'industrie automobile qu'une usine devient rentable si elle est capable de produire 100 000 véhicules par an.
C'est pas que le constructeur dans son usine, c'est la réparation, la distribution, le marketing. Donc ce sont quand même des frais assez lourds qu'il faut pouvoir amortir sur de grandes quantités. Sur les 45 millions nécessaires à sa recapitalisation, il manque à Heuliez la moitié. En attendant, le groupe fait feu de tout bois. Sur leur site, les réservations de la Friendly sont ouvertes, moyennant un acompte de 10 €. C'était un indice économique qui tenait jusqu'à présent la consommation des ménages. Eh bien, elle a chuté en février. Oui, préoccupés notamment par la montée du chômage, les ménages français ont restreint leurs achats en février après avoir profité des soldes le mois précédent, moins 2% par rapport au mois de janvier. Si certains secteurs résistent, comme l'automobile, grâce aux aides de l'État, eh bien d'autres, comme le textile, s'effondrent littéralement. Cette forte baisse de la consommation remet à l'ordre du jour le débat sur la relance par la consommation. Nicolas Sarkozy à Saint-Quentin, donc c'est dans 45 minutes à suivre en direct sur Public Sénat. Exactement, précisément c'est à 19h et donc c'est un rendez-vous politique important pour le chef de l'État. À l'Élysée, on parle de discours républicain. Alors on va en parler avec vous. Bonsoir Emmanuel Kessler. Bonsoir. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à des annonces concrètes ce soir? Probablement parce que la révélation du parachute doré du patron de Valeo vient changer la donne. L'Élysée se montrait plutôt réticent à légiférer jusqu'à présent sur les salaires des grands patrons, accentuant davantage la pression sur le MEDEF pour qu'il se discipline. Mais attendre ne paraît plus possible face à une opinion qui a les nerfs à vif. Alors Nicolas Sarkozy pourrait annoncer une loi encadrant les stock options, les bonus et autres parachutes. À Toulon en septembre, le chef de l'État avait déjà dit son intention de moraliser le capitalisme. 6 mois après, il est obligé de passer à l'acte. Alors on peut se demander aussi si cette affaire n'est pas d'une certaine manière bienvenue pour Nicolas Sarkozy parce qu'elle va lui permettre de désigner un coupable, d'annoncer des réformes qui sont de l'ordre du symbole, alors que dans le même temps, sur le plan de la politique économique, il n'y aura pas d'inflexion malgré le vent de mécontentement qui a soufflé très fort dans les rues la semaine dernière. Cet après-midi, donc, François Fillon a bien déclaré, après avoir pris connaissance des chiffres de la consommation le mois dernier, qu'il n'y aurait pas de nouvelles mesures, pas de relance de la relance. Donc, on aura quelques gestes, par exemple la nomination d'un monsieur restructuration industrielle, probablement avec des correspondants dans les régions, mais il n'y aura pas d'argent en plus sur la table pour l'instant. Ce sera donc un discours très politique pour remonter le moral des troupes, pour retrouver les faveurs d'un électorat populaire que Nicolas Sarkozy a perdu ces derniers temps, plus que des annonces économiques. Voilà. Très bien, merci Emmanuel Kessler. À nos invités dans un instant, Jean-François Kahn et Gérard Longuet, ce qu'ils attendent de ce discours de Nicolas Sarkozy. Barack Obama qui plaide, on le sait, pour une relance plus massive en Europe, notamment, n'oublie pas la moralisation du capitalisme. Il réclame ce soir une action rapide pour une nouvelle autorité de régulation. Coup d'envoi du plan dit 2, du plan numéro 2 des services à la personne pour l'embauche de 100 000 personnes. Oui, 4 ans après le plan Borloo qui n'a pas atteint tous ses objectifs, bien le gouvernement a lancé la deuxième phase de développement des services à la personne. Objectif, simplifier l'accès à ces services, intensifier les créations de postes et surtout rendre ce secteur plus attractif. Élise Ecardi. Appelle Nazia pour lui demander si ses clients ils peuvent décaler leurs horaires le matin. Dans cette agence de service à la personne, l'activité ne manque pas. Entre 2007 et 2008, elle a doublé son chiffre d'affaires, grâce notamment aux mesures du plan Borloo 1. Pour les aides ménagères, le travail au noir devient moins attractif. Je suis rassurée et pourquoi ça me convient par rapport aux horaires, parce que c'est moi qui choisis les horaires. Et pour le client également, il y a un intérêt à passer par un organisme agréé, notamment en matière fiscale. Pour 20 € payés, 10 étaient déduits de la feuille d'impôt. Encore fallait-il payer des impôts. C'est là où pêchait la loi actuelle. C'est vrai que c'était un facilitateur pour accéder au contrat, mais les personnes à moindre revenu, notamment ceux qui ne payaient pas d'impôts, n'y avaient pas accès. Cela demeurait du coup très très cher, puisque là c'était du 20 € sans réduction. Bonne nouvelle pour cette entreprise, le plan numéro 2 devrait donc faciliter l'accès des plus faibles revenus. La mesure décisive est l'envoi d'ici à juin de 300 millions d'euros de chèques de service à la personne destinés aux familles modestes, qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de se payer du service à domicile. Ce nouveau plan veut mettre l'accent sur la qualité du service en développant encore la formation, avec l'objectif de créer 100 000 emplois d'ici 2012. Ouverture d'une enquête préliminaire du parquet de Paris sur la gestion du musée du Sénat à la suite d'une plainte déposée fin 2008 par une ancienne programmatrice du musée. Celle-ci dénonce les conditions de financement des expositions. Voilà, restez avec nous tout de suite, la suite du 18h, on vous le disait tout à l'heure. Gérard Longuet face à Jean-François Kahn. Également ce soir avec nous le sociologue Camille Penny et le journaliste Jean-Claude Maurice qui dévoile tout ce qu'il sait de Chirac, Sarkozy, Villepin.
Voilà. Si vous le répétez, je démentirai. Qui a donc prononcé cette phrase devant Jean-Claude Maurice? Il nous dira un peu plus tard. La réprobation est donc générale après l'affaire des stock options qui avait été attribuée à la direction de la Société Générale et celle du parachute doré attribuée au PDG démissionnaire de Valeo. Au-delà du concert d'indignation, qu'est-ce qu'on fait, Gérard Longuet? On réfléchit. On réfléchit. Il faudrait quand même être un petit peu sérieux. Une entreprise appartient à ses actionnaires. Si les actionnaires décident que pour développer l'entreprise, il vaut mieux payer les cadres par des stock options, je pense profondément, moi, que c'est de la responsabilité des actionnaires et qu'on n'a pas à se substituer à eux. Parce que quand il faudra payer, ce seront les actionnaires qui paieront et ce ne seront aucun des commentateurs qui nous font de la morale sur les entreprises. Il n'y a pas que les commentateurs, tous les politiques aujourd'hui, oui, mais c'est la même chose. De droite à gauche. Moi, c'est l'actionnaire qui fait vivre l'entreprise. S'il décide qu'il n'a pas d'argent pour payer ses cadres suffisamment, et on l'a vu dans l'ingénierie informatique, qu'il leur donne en revanche des options d'achat d'actions à des prix préférentiels pour doper l'entreprise, ça coûte beaucoup moins cher à l'entreprise. Et cela permet de motiver les cadres. Moi, je l'ai vécu dans la bulle informatique des années 90. Il y a eu des excès, mais il y a motivation. Alors aujourd'hui, on nous dit non, il faut pas. Alors c'est vrai qu'il y a des choses choquantes quand une entreprise est détenue par l'État ou quand elle est sauvée par l'État. C'est le cas de Valeo. Exactement. Mais c'est pas la morale, c'est l'actionnaire qui doit faire son métier. Vous êtes pour une autodiscipline, c'est ça? Exactement. Et je pense que quand l'État est actionnaire d'une entreprise ou quand il intervient comme créancier, il a le droit de fixer ses règles. Lorsque vous avez une entreprise en difficulté qui va à la banque, en général la banque lui prête de l'argent en disant d'accord monsieur, mais vous mettez votre bien en caution et vous mettez vos salaires, au moins la moitié de vos salaires en compte courant bloqué pendant 2 ans pour sauver l'entreprise. Que l'État le fasse, c'est très bien. Quand on tape sur un bonhomme en disant c'est un voyou, je trouve pas ça correct. C'est l'actionnaire qui n'a pas fait son boulot au bon moment. Jean-François Kahn, est-ce que ça suffit aujourd'hui de menacer simplement par la loi et pas seulement de légiférer? Non, d'abord je rappelle, enfin vous l'avez dit en filigrane, que l'État a avancé de l'argent, le contribuable paye. Et à partir du moment où le contribuable paye, il est quand même... Voilà. Bon. D'autre part, l'autodiscipline, c'est bien gentil. Pourquoi pas? Alors on décide l'autodiscipline en matière de sécurité, en matière d'immigration, en matière de tout. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis vraiment pour imposer la loi. Voilà, je suis un homme d'ordre, et donc je suis pas un anarchiste. Maintenant, si vous êtes un anarchiste, si vous êtes un anarchiste, entreprises appartiennent aux actionnaires, à ma connaissance. Si vous êtes anarchiste, vous considérez qu'il faut faire confiance, je suis absolument pas pour que les journalistes décident de la loi dans leurs journaux non plus, d'ailleurs. Je pense qu'il doit y avoir une loi. Je suis pas un anarchiste. Maintenant, en effet, certains libéraux sont des anarchistes, mais c'est leur problème. Je les respecte. Je remarque simplement qu'on a tendance à considérer, quand il s'agit de riches, que l'autodiscipline suffit. Et quand c'est des pauvres, c'est plus l'autodiscipline qui suffit. Non, ce qui, je trouve incroyable. Moi, j'ai écrit un livre il y a 3 ans, qui s'appelait Les Bullocrates. Dans ce livre, une des raisons d'être de ce livre, c'était de dire, il y a une bulle de gens d'en haut, complètement déconnectés des réalités, complètement déconnectés des réalités intellectuelles, sociales, etc. Et ces gens sont devenus fous. C'est-à-dire, ils ont des... Attendez, permettez-moi... Je vous répondrai avec plaisir dans 20 secondes. Permettez-moi, attendez. Et je disais ça, et je donnais l'exemple, il y a des rémunérations folles, des systèmes fous, on est sorti du système libéral, on est dans un système qui est absolument fou. Et qu'est-ce qu'on me répondait pour dire non, on veut pas poser le problème. On me répondait, ce qu'il vient de répondre, c'est pour ça, vous aurez mieux fait de pas le dire, on me disait, populisme, démagogie, c'était la dictature, c'est la dictature, exactement comme les staliniens. Vous fermez la bouche en disant la même chose, le même mot, populisme, on vous ferme la bouche en disant populisme, démagogie. Et aujourd'hui, j'entends M. Sarkozy, j'entends les ministres, etc., dire mot pour mot ce que je disais, ce que j'écrivais, et j'en recevais plein la figure quand je le disais, et alors je rigole. En général, Michel Grossior, quand quelqu'un dirige, c'est qu'il y est parvenu. Alors si c'est un haut fonctionnaire, il a fait une carrière, il a passé des examens, il a passé des concours. Si c'est un homme politique, il a été élu, vous avez l'ambition de l'être, donc vous acceptez le suffrage universel, nous dirigeons parce que nous sommes élus du suffrage universel. Et si c'est un chef d'entreprise, c'est qu'en général, il a conduit plusieurs décennies durant des entreprises au succès. Alors ne dites pas que les gens d'en haut... Mais celui-là, il a été viré parce qu'il a pas réussi. Ne dites pas que les gens d'en haut sont arrivés par hasard, ce sont des gens qui ont fait leur boulot. Parfois, ils se trompent et ils sont sanctionnés.
les hommes politiques sont battus, les chefs d'entreprise sont licenciés, même les journalistes parfois, et les hauts fonctionnaires sont placardisés parce que leur statut ne leur permet pas autre chose. Non, ne parlez pas de bureaucrate. Un employé qui est licencié, un employé qui est licencié, fût-ce un journaliste licencié, on lui donne pas 3 millions d'euros pour le remercier d'avoir échoué. Tout est les contrats de travail, ça existe, et ce sera intéressant de savoir dans cette affaire s'il y a eu un contrat pour un mandataire social, car il y a aussi des contrats de travail pour les mandataires sociaux. En tous les cas, de cette affaire, Nicolas Sarkozy va sûrement en parler ce soir à 19h à Saint-Quentin. Qu'est-ce que Gérard Longuet, vous attendez, vous, de ce discours et d'éventuelles annonces aujourd'hui? Surtout pas une loi, puisqu'on lui prête l'intention d'annoncer d'appliquer les lois. D'abord d'appliquer les lois et de les appliquer complètement. Et en effet, nous sommes dans un état de droit et les appliquer complètement et pour tout le monde. Moi, j'attends surtout une analyse de la crise, où nous en sommes et qu'attend-il de la rencontre internationale du G20 qui se profile, puisqu'il y a un accord, il y a une volonté et de l'Europe et des États-Unis de mettre fin à des excès parfaitement localisés dans la bulle financière. Et là, bon, je suis tout à fait intéressé de savoir ce qu'il se passe. Il n'y a pas de tension Deuxième entre la question, France et les États-Unis. Deuxième question, nous Français, avons-nous les moyens de rebondir? Ce que fait le gouvernement est sérieux, Devedjian l'a dit, essayer d'amortir la crise. La vraie question est de savoir, lorsque la relance se profilera, et on a des raisons d'espérer que 12 mois, 18 mois, 2 ans, mais tout ça, cela viendra, serons-nous à la hauteur? Je vous rappelle que l'Allemagne a toujours un commerce extérieur excédentaire et que nous, bien avant la crise, nous étions déficitaires. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de vendre plus à l'étranger? Et moi, c'est la réponse que j'attends de Nicolas Sarkozy. Alors Jean-François Kahn, ce soir apparemment il y aura pas mal de pédagogie, aussi une mise en perspective de la politique économique de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est suffisant selon vous? Attendez, moi je ne peux pas juger Sarkozy avant qu'il ait prononcé. Je sais que du temps où certains étaient au pouvoir, l'UMP n'hésitait pas à condamner les gens avant même qu'ils fassent la proposition, mais je ne veux pas faire. Alors, écoutez avant de vous condamner. François Fillon, aux États-Unis, a confirmé il y a quelques heures qu'il n'y aurait pas de nouvelles mesures de relance. Je suis assez d'accord avec ce que M. Longuet a dit sur un point, sur le déficit. Je vous signale là aussi que, je crois qu'il le reconnaîtra, pendant des années, ces dernières années, nous avons dit attention, réduisez le déficit, donnez la priorité à réduire le déficit, parce qu'il faut garder une poire pour la soif, parce qu'il faut en avoir sur le coude, et que le jour où vous aurez une situation difficile, ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Vous reconnaîtrez que nous n'avons cessé de le dire. Et d'autre part, j'ai cru comprendre dans votre propos, et je suis assez d'accord avec vous, que non, il ne s'agit pas de dire que ce que le gouvernement fait mal. Ce qu'il fait, c'est toujours ça. Bon, mais où est la cohérence? Où va-t-on? Quelle est la logique? Franchement, pour l'instant, je ne le vois absolument pas. Politique de l'offre, le gouvernement soutient l'amélioration de l'offre en France, c'est-à-dire la capacité à produire et la capacité à vendre. C'est vrai qu'il ne court pas après toutes les demandes et il ne court pas après la consommation. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que même en ce qui concerne la politique de l'offre, je ne vois absolument pas de cohérence. Même si, très clairement. Jean-François Kahn, un tout autre sujet. Le PS a fait un flop au Zénith en tentant de mobiliser sur le thème des libertés publiques. On sait que c'est un thème qui est cher aussi au MoDem. Est-ce que pour vous c'est un mauvais choix de la part du PS ou un choix décalé en tous les cas? Non, mais ça c'est très important. Et il ne faut pas confondre. Il y a, alors on ne sera pas d'accord, mais c'est normal, c'est la démocratie, c'est le débat. Il y a un certain nombre d'initiatives de Nicolas Sarkozy que j'ai condamnées et qui m'inquiètent beaucoup en matière de pluralisme, de contrôle des médias, de suppression des juges d'instruction. Je pourrais en multiplier. Très bien. Mais de là à faire ce procès qu'a fait les socialistes, à savoir que toute lutte contre la délinquance ou la criminalité, c'est une politique sécuritaire, c'est-à-dire une atteinte aux libertés publiques, excusez-moi, ça je pense que les socialistes, qu'ils en soient encore là, alors qu'on nous avait expliqué qu'ils avaient évolué dans ce domaine, ça me laisse confondu. Un mot, Gérard Longuet, sur le sujet. Ensuite, on a nos deux auteurs. Simplement, Madame Aubry n'est pas au cœur du sujet de l'actualité française. Les Français se disent comment on en sort. Sarko va en parler ce soir. Elle n'en a pas parlé hier. Ils ne sont pas venus à Bercy. Évidemment, la principale préoccupation des Français, c'est la crise, la peur de perdre leur emploi. Camille Peugny, bonsoir. Vous êtes sociologue. Vous écrivez ce livre sur le déclassement. Vous l'analysez et vous nous dites qu'il risque de s'aggraver évidemment avec la crise, au point que l'on se demande si tout le monde risque demain d'être touché par le déclassement.
Alors, en fait, le déclassement dans le livre, le déclassement, c'est un thème omniprésent dans le débat public depuis quelques années. Ce que je voulais faire dans le livre, c'était essayer de l'objectiver et de répondre à la question, est-ce que la France de 2009, c'est la France du déclassement? Et donc, ce que j'ai pris comme indicateur, c'est de comparer ce que faisaient au niveau professionnel, au niveau position sociale, les enfants par rapport à leurs parents. Et ce dont on s'aperçoit effectivement, c'est que le déclassement est un phénomène qui augmente considérablement et qu'aujourd'hui, dans les générations qui ont 30, 35 ou 40 ans, les déclassés sont très nombreux, de plus en plus nombreux, et que ça pose un certain nombre de questions. Justement, je voudrais vous poser cette question, parce que moi j'ai été élevé en sociologie par Bourdieu et Passeron, les héritiers, et j'ai presque envie de dire, après tout, s'il y a déclassement, ça veut dire que la société est fluide, et que on n'hérite pas nécessairement du statut de médecin, du statut de cadre supérieur, du statut d'ingénieur des mines ou d'énarque. Après tout, est-ce que ce n'est pas quelque chose de rassurant sur la fluidité sociale? C'est tout sauf rassurant, parce que votre objection pourrait être valable si on était dans une société parfaite. Or, nous ne sommes pas dans une société parfaite. Vous en connaissez une? J'en connais pas, mais en tout cas la mienne ne l'est pas, ça j'en suis sûr. Pour preuve, en fait, ce pourrait être acceptable si les enfants de cadres devenaient ouvriers, parce que les enfants d'ouvriers deviennent cadres. Donc très bien, il y a une fluidité sociale, les positions s'échangent. Or, ce qu'on constate pas du tout, c'est que on a concomitance de deux événements. Les enfants de cadres deviennent de plus en plus souvent employés et ouvriers, et les enfants d'ouvriers accèdent moins souvent au salariat d'encadrement. Donc, autrement dit, le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Loin s'en faut, c'est une des inégalités entre des générations qui concernent tout le monde. C'est-à-dire que quand on vient d'en haut, on descend de plus en plus souvent, et quand on vient d'en bas, on monte beaucoup plus difficilement. Donc la généralisation du baccalauréat d'abord, la généralisation des études supérieures que je défends et que je souhaite, et que les socialistes ont souhaité et défendu, n'a rien changé dans la société française. Elle ne permet pas d'accéder à des responsabilités. J'ai intuitivement, parce que je suis passionné par ces questions, un sentiment inverse. On a une mobilité, alors est-ce qu'elle est plus grande? Les statistiques sont parfois difficiles à comparer. Votre livre, je suis en train de le lire, c'est pour ça que je suis absolument passionné par ce sujet. Je crois qu'on a une société plus fluide et qu'il faut accepter que ces enfants n'auront pas le même statut. Alors vous me dites, bah oui, mais les autres ne gagnent pas. J'en suis pas si certain. Camille Pegny. Moi, ce que je donne, ce sont des chiffres de l'INSEE, donc c'est assez objectif. Effectivement, on a deux évolutions contradictoires, des générations de plus en plus éduquées et une mobilité sociale en berne. En réalité, ça s'explique très logiquement. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose de prolonger les études. Je trouve ça un peu idiot de dire 80% d'une classe au bac, 50% d'une classe au niveau licence, ça n'a pas de sens. Mais prolonger les études, je suis tout à fait favorable. Par contre, il n'y a aucun rapport entre le rythme auquel s'élèvent les diplômes et le rythme auquel s'élèvent les emplois. Donc on peut accuser l'école de tous les maux, mais on peut aussi accuser les emplois de ne pas s'élever assez vite. Je veux dire, il n'y a pas de rapport entre les deux structures. Structure des emplois d'un côté, structure des diplômes de l'autre. On a une valeur ajoutée individuelle du travailleur, du salarié en France qui est exceptionnelle en Europe. Donc il y a une chose que je ne comprends pas très bien. On a des gens qui vont plus souvent, qui vont plus loin dans les études, qui ont une forte valeur ajoutée, et vous me dites ils sont déclassés. Et ils ont un pouvoir d'achat supérieur à leurs parents et à leurs grands-parents. Il y a un truc que je comprends pas très bien. C'est tout le problème des indicateurs moyens, c'est qu'on a des indicateurs moyens autour desquels il y a une extrêmement forte dispersion. Et on a une structure sociale qui devient duale. D'un côté, vous avez des salariés très qualifiés qui subissent la crise aussi, mais qui ont des mécanismes de défense, et de l'autre, une frange toujours plus large de salariés non qualifiés qui font face à la précarisation du contrat de travail. Vous parlez donc des déclassés, et vous les appelez comme cela, et vous dites qu'ils sont finalement aujourd'hui entre rébellion et retrait. Est-ce que la crise ne les pousse pas plus certainement vers la rébellion, voire la révolte? C'est un mot qu'on utilise aujourd'hui dans le discours politique. On vit dans une société individualiste, alors c'est pas une nouveauté, qui individualise le succès. Si j'ai réussi, je ne le dois qu'à moi. Alors le problème, corollaire malheureux, c'est qu'on individualise aussi l'échec. Si j'ai échoué, je ne le dois qu'à moi. Donc tentation du retrait, du repli sur soi, c'est moi qui suis en cause. Face à la crise qui chaque jour montre des milliers, des dizaines de milliers de salariés qui subissent la crise, la probabilité est forte qu'on débouche sur une mobilisation collective. Je note en tant que sociologue quelque chose de très intéressant dans les manifestations au-delà de leur succès, c'est la présence pour la première fois de salariés, des salariés qui ont 35-40 ans, qui manifestent pour la première fois, et du privé. C'est une donnée qui montre peut-être qu'on va vers une mobilisation collective importante. Non, mais surtout classe moyenne. C'est-à-dire que, il y a un phénomène, mais que la crise va accentuer, mais qui était antérieure à la crise. Qui prouve d'ailleurs qu'il y avait peut-être des prémices de la crise qu'on avait mal vues. C'est que depuis 1 an, 2 ans, on assiste à un phénomène de déclassement des classes moyennes, de forts phénomènes de déclassement dans les classes moyennes, d'où un malaise ou un mécontentement. Et c'est vrai que dans les manifestations, c'était pas tellement qu'il y a du privé, c'est qu'il y avait des gens de classe moyenne. En revanche, moi, ce qui me surprend, ce que je n'ai, comme vous, je n'ai toujours pas compris, c'est que d'un côté, évidemment, pour accéder à certains métiers, il faut être de plus en plus qualifié, ou il faut avoir le bac, etc. Avant, on n'y pensait même pas. Et en revanche, à ma grande surprise, car je ne l'imaginais pas,
si on croit les statistiques, l'accès, par exemple, des fils d'ouvriers et d'employés, alors c'est vrai qu'il y a moins d'ouvriers, donc il faut faire attention, mais l'accès des fils d'ouvriers et d'employés à l'enseignement supérieur a plutôt reculé. Et c'est vrai que ça me surprend, il faudrait analyser ça plus finement. finement. L'enseignement supérieur en général, c'est ça, en Classe fait, on a une spécificité mondiale, c'est qu'on a deux systèmes d'enseignement supérieur, l'université et les grandes écoles. Et les grandes écoles sont de plus en plus inégalitaires dans leur recrutement. Il faut savoir que les classes préparatoires coûtent simplement 3 fois plus cher par Exactement. étudiant que l'université. Alors évidemment, c'est plus facile d'avoir des succès. Est-ce qu'il y a des déclassés volontaires? Charles Longuet évoquait des inégalités. Mais est-ce qu'il y a éventuellement... qui choisit sa vie. Est-ce qu'il y a des enfants de bonne famille, par exemple, qui choisissent le déclassement volontaire? Non, non, très objectivement, non, il y en a pas. On ne choisit pas d'être ouvrier quand on est enfant de cadre, non. Oui, mais on est plus souvent, hélas, déclassé qu'ouvrier. Parce qu'ouvrier, c'est pas être déclassé. Ouvrier, c'est noble, c'est un beau métier. Simplement, on a des enfants de cadre qui ne savent pas où ils sont. Ils savent qu'ils ne sont pas cadres, ils ne veulent pas être ouvriers et ils sont malheureux. Ça, c'est vrai. Le cadre qui était avant, le cadre qui était décisionnel. Et le cadre aujourd'hui qui est dans multinational, où il subit, eh bien, il se sent profondément déclassé. Allez, voilà, c'est le déclassement. Merci Camille Peugny. Aux éditions Grasset. Et avec nous ce soir, Jean-Claude Maurice, qui fut le directeur du journal du dimanche et qui publie « Si vous le répétez, je démentirai » avec comme sous-titre Chirac, Sarkozy, Villepin. Alors, dites-nous tout de suite lequel de ces trois prononcez la phrase qui vous sert de titre et surtout dans quelles circonstances? C'est l'ex-président de la République, Jacques Chirac. C'était l'ancien président de la République. Donc j'ai eu l'opportunité, par un concours de circonstances, de le voir plusieurs fois en tête-à-tête. C'est lui qui me faisait venir. Oui, l'opportunité, vous le racontez, c'était une sorte de rituel, on a l'impression. C'était un rituel, mais non, c'est venu parce qu'il y avait eu un clash entre le groupe Hachette, Philippe Aki, Média et l'Élysée. Match avait publié un reportage assez sanglant sur les vacances de Jacques Chirac à l'île Maurice. Et l'Élysée, il y avait vu une attaque frontale. Et alors, on a trouvé l'homme en situation qui était ni tricard à l'Élysée, ni tricard à gauche pour aller essayer de... Pas tricard puisqu'il vous fait cette confidence. Alors non, c'était au bout on s'est vu une dizaine de fois et un jour il m'a dit de tout à trac, parce que je lui avais demandé qui avait eu la calamiteuse idée de la dissolution. Alors tout le monde faisait porter le chapeau à Villepin, qui n'a pas été manchot dans l'affaire, mais enfin c'est surtout Alain Juppé, et le président dit que lui aussi, et que finalement il explique comment ce n'était pas un acte manqué, mais que c'est pas une erreur selon lui. Ce n'était pas une erreur, c'était que la majorité courait au désastre, il y avait encore un an de mandature, et qu'après les grèves qui avaient encalminé le gouvernement Juppé, il fallait sortir de la nasse et redonner la parole au peuple. Et que tous les sondages prédisaient une Bérésina et que c'était pas possible de continuer un an. Vous l'avez répété? Sur le coup, non, parce que non, mais après il vous disait c'est off. Et puis c'était pas fait pour être, c'était pas de Bérésina. C'était pas fait pour être répété. Il était là, il voulait à la fois ambiancer et donner son éclairage. Voilà. Alors vous interrogez encore sur la nature de Jacques Chirac, sur sa personnalité, sur son mystère, on peut dire. C'est un homme qui cache beaucoup, et c'est ça qui est fascinant et tout. Parce qu'il est chaleureux, il est là, mais il se cache énormément. Enfin, Gérard Longuet pourra en témoigner Nicolas Sarkozy, autant que moi. Mais c'est un homme qui cache beaucoup, qui est séduisant, chaleureux. Nicolas Sarkozy, vous en parlez. Il est chaleureux aussi, mais lui ne se cache pas. Le titre du chapitre qui lui est consacré, je le précise, c'est Pugnace et Rastaquouère. Pourquoi vous expliquer là-dessus? Rastaquouère, c'est au bout de sa première année, il m'est venu. J'ai fait la comparaison avec le fil à la patte de Georges Feydeau. Et pendant un moment, il y a le général Irigoyen, qui est un butor, un Sud-Africain butor qui veut culbuter une demi-mondaine. Et la demi-mondaine. Ça vous rappelle Sarkozy? Et non, la demi-mondaine se tourne vers le butor et lui dit Pretty words, bad manners. Pretty words, bad manners. Et elle disqualifie le barbare en 4 mots. Et Nicolas Sarkozy, sa première année, enfin ses premiers 18 mois, ont fait que tout a été disqualifié, même ses meilleures ses mauvaises manières. Ses mauvaises manières. Et à mon avis, il en paye encore aujourd'hui le prix. Alors Jean-Claude Maurice, vous parlez aussi d'une question importante et sérieuse. Il s'agit de la relation entre les politiques et les journalistes et de l'influence qu'ils peuvent exercer sur un média. Peut-être que vous en parlez en connaissance de cause. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de modifier une une du JDD ou encore de vous faire engueuler peut-être avec une une qui aurait... J'ai eu la chance
et d'atterrir à la direction du journal à une époque bénie pour les journalistes, c'était la cohabitation. Pour les hommes politiques aussi. Et pour la cohabitation, parce que les gouvernants d'hier sont les gouvernants de demain, donc que ça soit, on n'a pas intérêt à se fâcher avec personne. En plus, le journaliste, lui, est dans un état impeccable. C'est le nirvana pour nous, la cohabitation. Oui. Parce que, là, lorsque pas de pression. Question politique, je ne sais pas. Mais question journalistique. Les parlementaires, moi, je peux vous dire, ça fait des gouvernements issus du Parlement, et ça donne aux ministres le sentiment de pouvoir participer à la décision. Bon, c'est un inconvénient, c'est la précarité. Mais est-ce que la vie n'est pas précaire ? Une autre question. Chirac, Sarkozy, De Villepin, 3 hommes de droite. Si vous deviez écrire un autre livre sur 3 hommes de gauche ou 3 femmes, peut-être, qui choisiriez-vous ? Non, mais je ferais Jospin, Ségolène et Martine Aubry. Et ils vous fascinent autant que ces 3-là? Je les ai moins connus. Et puis ces 3-là, je voulais les mettre en relation. Et puis ils sont tous, comme Nicolas Sarkozy, président de la République, ça prenait beaucoup plus de sens de mettre les 3 en relation aujourd'hui et de montrer tout ce qu'il y a là-dedans, à mon avis, c'est des choses qu'on n'a pas vues. Qui n'ont pas voulu montrer. Oui. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont uniquement comme ça, mais je trouve que c'est intéressant d'apporter cette pierre à la connaissance de chacun. Vous avez un chapitre qui sera rassurant pour Jean-François Kahn, puisque vous dites que Nicolas Sarkozy est trop intelligent pour être liberticide. Non, mais il n'a pas besoin d'être liberticide, puisque tous ses amis possèdent les médias. Donc c'est pas lui qui il ne permet pas d'être maltraité par tout le monde. Non, mais il n'y a aucune raison de... Non, mais ça ne l'interdit pas, parce qu'il ne les possède pas encore totalement, puisque c'est pas encore fait. La nomination à la tête des télévisions publiques n'est pas encore faite, mais une fois que ça sera fait... On n'a jamais vu la propriété d'un journal permettre à un propriétaire de diriger quoi que ce soit. Mais c'est ce que je dis, c'est que ça n'a pas empêché la défaite de Balladur, avec le soutien de TF1, avec le soutien de tout le monde. Oui, mais ça, M. Balladur a été battu. C'est pas un argument. C'est pas un argument, parce que le fait que le système soviétique contrôlait tous les médias n'a pas empêché de s'écrouler. Donc de toute façon. Oui, justement. Oui. Donc, si on veut terminer d'une manière assez drôle, il n'y a qu'à prendre les 4 patronymes. Je peux vous dire un mot? Les 4 patronymes Bouygues, Bolloré, Lagardère, ça veut dire bien bordé dans l'audiovisuel. Voilà, si vous faites, je veux dire un mot. Et je le dis d'ailleurs devant M. Longuet, parce que je pense qu'il partagera. Comme je suis en campagne électorale, comme vous le savez, pour le MoDem aux élections européennes, je découvre que certains départements, je dis bien certains départements, pas tous, largement, dans certains départements, sur le plan des médias et sur le plan de la conception des médias, on est en Union soviétique. On est en Union soviétique. Je le dis en pesant mes mots, comme on dit. On est en Union soviétique. Vous n'imaginez pas. Quelquefois, il y a une alliance entre l'UMP et le PS pour que rien ne rentre, pour qu'ils partagent entre eux toutes les affaires et que personne puisse venir dans leurs petites affaires. C'est incroyable. Vous n'imaginez pas. De la région du Grand Est, on va regarder département par département les Ardennes. Quel est le journal dominant et parfois unique. Merci à tous d'avoir participé à cette édition du 18h. Et tout de suite après le journal Parlons Blog et en direct, on vous le disait tout à l'heure à 19h, ne manquez pas le meeting de Nicolas Sarkozy en direct de Saint-Quentin et en direct sur Public Sénat. En direct sur Public Sénat. L'événement est sur Public Sénat. Sénat.